Bonjour à tous, bienvenue sur Entre deux vins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Régis qui va nous parler de deux domaines. Aujourd'hui, on parlait de Langlois Château. Il m'a repris sur Langlois qui a des changements, donc on en parlera pendant ce podcast avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la Loire, on va parler de toi, François Régis, bien entendu. On va parler des vins effervescents, forcément. On est ravis en tout cas de t'accueillir sur ce podcast. On remercie également Honey App, qui est l'application qui nous permet aujourd'hui d'être réunis. Honey App, c'est tout simplement l'application de gestion de cave à vin qui va te permettre, notamment, si tu veux aller jeter un œil après ce Ça y est, podcast, c'est fait déjà, ça y est. ah, merveilleux, qui va te permettre donc d'avoir le vieillissement du vin et donc quand ouvrir une bouteille à son APG, et c'est toujours intéressant de le savoir, qui va te permettre également d'avoir des accords mets et vins, mais aussi la valeur monétaire de ta cave pour les collectionneurs qui sont intéressés. Merci à tous d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir. François Régis, encore une fois, bienvenue. Et puis pour commencer, je te propose de te présenter. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Écoute, je suis profondément ligérien. Ligérien, ça veut dire quoi? Issu de la Loire. Souvent, on ne connaît pas ce terme précis. En fait, je suis fils d'agriculteur, moi. Mon père était pas exactement ligérien, des Mauges. Ce qu'on appelle les Mauges, c'est le sud du département du Maine-et-Loire. D'accord. Un terroir qui est assez fermé, un terroir de haies, un terroir de terre plutôt lourde, une terre d'élevage. Ce qu'on appelle les Mauges, mon père était éleveur de charolais principalement, et puis polyculture élevage dans ces coins-là. Donc ça veut dire un peu de blé, un peu de maïs, etc. Donc moi j'ai été élevé dans cet univers-là, voilà, à la ferme, avec forcément un attachement très fort à ce terroir. Et voilà, donc j'ai fait des études après, tout d'abord à Cholet, puis à Nantes, et j'ai fait une maîtrise de biologie, voilà. D'accord. Et après j'ai fait l'IAE à Rennes, voilà. Et en fait, au cours de mes études et au cours de mon parcours, et bien évidemment, à un moment, en tant que fils d'agriculteur, on se pose la question si on reprend le domaine familial ou pas. Oui. C'est viscéral en fait, hein. Forcément, quand on est né à un endroit, qu'on a été justement dans cet univers-là, qu'on a participé aux travaux évidemment de la ferme, jeune, qu'on a été réveillé au milieu de la nuit pour faire un vélage, par exemple. Voilà, on est forcément très attaché à ce lieu. Et en fait, je me suis posé la question si je reprenais ou pas le domaine familial. Et en fait, il y avait une dimension qui me manquait un peu dans ce que faisait mon père, qui était un pur producteur, un éleveur. C'est qu'il manquait une dimension très importante qui était pour moi l'aval. C'était le lien en fait de la production avec le consommateur final. Mon père D'accord. était un éleveur, mais il maîtrisait pas l'ensemble de la chaîne de valeur. D'accord. Et il y avait quelque chose voilà qui manquait un peu dans cet équilibre-là et qui faisait qu'on était voilà très concentré sur la partie production qui est fabuleuse, Bien sûr. mais il manquait cette dimension un peu de contact avec le client, de voir l'impact de son travail en fait auprès du consommateur final. Et donc voilà, papa était un passionné de vin. C'était un grand fan de Bordeaux. Il m'a emmené parce que nous, les premières vignes sont à 15 kilomètres de la maison en fait, hein. On quitte Oui. les Mauges, on monte vers la Loire, on change complètement de terroir. On arrive voilà, ce qui fait la force de ce fleuve fabuleux qu'est la Loire, hein, ce grand régulateur thermique, et puis des terroirs qui sont beaucoup plus légers. On arrive sur des terres où on commence à avoir les premières vignes du coteau du Léon, à 15-16 km de la maison, plus au nord. Et puis après, les vignes du Saumurois et le bassin calcaire, en fait, hein, qui est très différent des terres plutôt argileuses et un peu granitiques des Mauges. Donc il m'a emmené voir les vignerons locaux, on a commencé à déguster les vins. Voilà, donc la culture du vin s'est fait comme ça. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, Ça a commencé à quel âge du coup? bon, ça a Voilà, commencé d'abord les premiers verres de vin qu'on déguste avec son père en famille. Et puis après, vers 15-16 ans, quand on l'accompagne, aller voir les domaines, déguster les vins, négocier les vieux millésimes de Léon que le gars veut pas laisser, etc. Donc ça commence comme ça. Et puis après, au fur et à mesure voilà, que mon parcours a continué, eh bien, ça s'est affiné. Voilà, ma vision s'est affinée. Et puis j'ai eu des points d'étape importants. Donc, la biologie m'a permis de comprendre le monde du vivant, et puis je me suis rendu compte que je voulais quelque chose de plus concret. Et puis voilà. Et puis pendant l'IAE, j'ai organisé des cours d'œnologie avec un caviste du centre de Rennes, puisque c'était à Rennes. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis mon parcours, c'est comme ça affiné jusqu'à venir du coup après mon service militaire. J'ai dit, ben voilà, c'est vraiment le vin qui m'attire, parce que je trouvais qu'il y avait cette dimension-là. J'ai fait mon stage de fin d'études de biologie. Je l'ai fait dans la stabilité des bulles du champagne, donc je commençais à voilà, Ok. affiner mon parcours. Et puis je me suis lancé dedans en fait après mon service militaire où j'ai
J'ai fait les vendanges chez Langlois, Ok. en 2000. Voilà, alors j'ai rencontré le patron de Langlois que mes parents connaissaient comme ça par relation. Et puis il m'a dit bah, écoute, si tu veux te lancer dedans, on fait les vendanges, vas-y, mets les mains dedans. Et donc là, Le je meilleur suis moyen. le meilleur moyen. Et là ça m'a passionné. J'ai fait donc 2 mois de vendange à l'école des créments, à bouger les caisses Ouais. de créments, vendanger manuellement pour monter dans le pressoir. Donc ça forme. Et puis comprendre un peu cet univers. Et puis là, j'ai dit non, c'est vraiment ça que je veux faire. C'était tes premières vendanges C'était déjà? le premier vendange, ouais, D'accord, première ok. vendange. Et du coup, après, je suis parti en Australie. J'ai été vinifié pendant 6 mois à Petaluma, donc Ok. dans les montagnes d'Adélaïde. Donc là, très belle expérience en fait, où on change de climat, on voit évidemment une autre approche du monde du vin. Ça permet de nous ouvrir un peu sur le monde du vin, avec une technique aussi qui est une pensée du vin qui est différente. Et puis après, je devais aller aux États-Unis. J'avais trouvé un relais pour aller aux États-Unis faire 2 vendanges dans l'année. C'est Ouais. l'avantage d'hémisphère nord et hémisphère sud. Repartir aux États-Unis. Et finalement, à l'époque, Michel Vildet, le patron de Langlois, m'a rappelé en me disant écoute, j'ai un poste qui se libère. Est-ce que tu veux rentrer? Est-ce que tu veux revenir et bosser chez Langlois? J'ai besoin de quelqu'un à la prod, à la production. Et du coup, je suis revenu et j'ai fait mes premières vendanges en 2000, quoi. Mes deuxièmes vendanges, du coup, en 2001 chez Langlois. Bon, l'avantage, c'est que tu faisais quand même de vendanges dans l'année en allant Exactement, voilà. Donc j'ai pu comme ça à peine 1 an et demi faire trois Ouais. expériences de vendange. Et donc je suis arrivé chez Langlois en tant que responsable, quoi. D'abord assistant de direction, puis responsable de la production D'accord. de 2001 jusqu'à 2008. Et là, le directeur est parti à la retraite en 2008 et j'ai pris sa suite en 2008. Voilà. Et donc ça fait presque 23 ans d'expérience dans la maison Langlois. D'accord. Donc, tu es Mm. arrivé, le première vendange, premier contact en 2000. En stagiaire, et Euh, puis après en assistant de direction, puis responsable de la production, et puis j'ai pris la direction en 2008. donc, des postes assez techniques. Oui. C'était une volonté de commencer par le technique. Bon, tu Ouais, avais forcément un parcours c'est mon qui ADN, correspondait. c'est plus, tu dis, je suis fils d'agriculteur. J'aurais jamais pu rentrer dans une maison déjà qui n'avait pas de vigne. C'est-à-dire, il fallait ce contact avec la terre qui était hyper important. Et l'avantage de Langlois, c'était la seule maison sur Saumur à avoir son propre vignoble, qui avait par D'accord. rapport aux autres maisons saumuroises, qui étaient plus des maisons de négoce. Langlois a toujours voulu a créé en fait son vignoble pour pouvoir justement maîtriser la production de la vigne jusqu'à la bouteille. D'accord. Et donc ça m'a plu tout de suite de pouvoir avoir ce contact avec la terre qui était voilà, ça j'en avais besoin. Et donc j'ai et c'est ce qui m'a intéressé en fait en rentrant dans cette maison. Et puis ça m'a permis justement de comprendre tous les rouages et puis au fur et à mesure de m'imprégner de toutes ces cultures langlois. J'ai participé beaucoup à la construction du nouveau chai, donc très impliqué dans l'outil de production. Donc je connais chaque tuyau, chaque réseau de la maison. Et puis après, voilà, j'ai pris la direction avec une autre dimension et puis une évolution. Donc c'est un beau parcours. La maison est c'est une jolie maison qui a été bien pensée, bien construite, justement, et avec une vraie volonté d'exprimer la capacité et la qualité des terroirs de la Loire. Donc, ouais, je suis ravi d'être là. Donc, les critères, en fait, qui t'ont amené à arriver chez Langlois, euh, c'était le fait qu'il y ait un rapport à la terre direct. Tu avais Oui, besoin de ce contact. indispensable. On n'a pas trop parlé en fait du territoire et du terroir ligérien, Oui. mais c'était une évidence. T'as pas regardé d'autres régions? C'est une évidence parce que moi, étant de la région, j'avais vraiment envie de participer en fait au développement des vins de Loire. Et je suis ravi en plus parce qu'on voit l'évolution sur les 20 dernières années. Moi, je trouve ça passionnant de voir que la Loire est une des régions qui est en train en fait de step by step, comme Ouais. disent les Anglais, de remonter en termes d'image, d'identité. De plus en plus, on regarde les grands blancs secs de Loire, les grands vins de Chenin. Moi, je suis passionné du cépage Chenin. C'est un cépage qui est magique, Ouais. qui a une diversité en termes de palette aromatique, en termes d'expression. On peut se planter littéralement en faisant des vins complètement végétaux si on se rate. Et en même Ouais. temps, on peut avoir des subtilités, c'est un cépage qui est austère, qui est très austère par nature. Mais quand on le révèle bien, c'est un pur révélateur de terroir. C'est un grand cépage. C'est un grand cépage. Et je pense qu'il a encore beaucoup à exprimer. Donc, voilà. On reviendra justement sur ces notions de cépage, l'encépagement de Saumur et bien du côté local. Moi, je trouvais ça intéressant d'arriver un petit peu peut-être sur Langlois, Ouais. le domaine lui-même. Est-ce que tu peux nous présenter
Langlois, qui était Langlois Château, qui est Mmh. redevenu Langlois, à travers peut-être ton prisme, mais à travers aussi ses particularités, Ouais. l'identité, qu'est-ce qui fait Langlois aujourd'hui. Peut-être nous parler également du nombre d'hectares aujourd'hui de vignes que vous avez. Tout ça, ça permettra sûrement à nos auditeurs de bien comprendre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on met les pieds. Bien sûr. Alors, Langlois, autrefois château, Langlois Château, Mhm. c'est une des vieilles maisons de Saumur qui a été fondée en 1885 par monsieur Édouard Langlois et sa femme Jeanne Château. D'accord. Donc, c'est ce deux noms de famille. C'est une histoire d'amour au départ, en fait. Et donc, ces deux. Monsieur Langlois était chef de cave dans une maison voisine. Et il voulait créer sa propre maison. Et donc, il s'est associé avec la famille de Bonnemann, qui était D'accord. une famille foncière qui détenait une propriété et des vignes à Saint-Hilaire-Saint-Florent, donc ce petit village qui touche Saumur, où il y a toutes les maisons de fines bulles de Saumur qui sont présentes. Et donc, il s'est associé avec cette famille qui lui a apporté en fait le foncier, les caves, et lui a apporté avec sa femme son savoir-faire pour créer cette maison Langlois Château. Donc, Monsieur Langlois est mort au champ d'honneur à la guerre de D'accord. 14. Donc, on aurait pu s'appeler Veuve Langlois, comme beaucoup de maisons se sont C'est appelées vrai. à la suite de la guerre, en fait, hein, puisque sa femme Jeanne Château qui a poursuivi l'activité après la guerre. Mais non, elle a voulu préserver en fait le nom de son mari, donc on s'est toujours on a continué à s'appeler Langlois Château. Et puis la maison a évolué entre les deux guerres, voilà, sur une structure familiale, faisant des vins de qualité. Et puis en 1973, le groupe le Champagne Bollinger Mhm. s'est intéressé à la Loire, parce qu'il y a toujours eu en fait un lien très fort entre la Loire et la Champagne. Pourquoi? Parce que c'était les deux régions productrices de vins de fine bulle. La Champagne, bien sûr, qu'on connaît très bien. Mais la Loire, c'est la deuxième région de production de vins de fine bulle en France depuis très longtemps, depuis 1830 en fait, hein. Et donc, il y avait une histoire en fait des fines bulles dans la Loire, avec des maisons très structurées, assez équivalentes à la structure des maisons de Champagne. Et donc, quand une maison de Champagne voulait sortir de la Champagne, naturellement, elle se tournait vers la Loire. Il y a toujours beaucoup de liens d'ailleurs entre la Loire et la Champagne. Quand on regarde Tétinger avec Bouvet, par exemple, quand on regarde Gratien-Meyer et Château-Gratien, quand on regarde justement Bollinger et Langlois, donc il y a toujours eu des liens forts, parce que forcément, on parlait le même langage, le langage de la bulle. Voilà. Et donc en 73, quand Bollinger a voulu sortir de la Champagne, naturellement, il s'est tourné vers la Loire. Il a trouvé cette petite maison familiale faisant des grands vins et il s'est dit voilà, c'est l'occasion. Donc ils sont devenus actionnaires majoritaires. Et donc ça a fait progresser la maison. C'est plus de 50 ans en fait qu'on fait partie maintenant Ouais, de Bollinger. On était la première maison à c'est ce que rejoindre. j'allais dire, c'est la première La maison qui première a maison, rejoint, parce qu'il y en a d'autres maintenant. il y a Mais, d'autres, bien sûr, mais on était la première maison. Et donc forcément, ce lien avec Bollinger nous a fait grandir en termes de réflexion, en termes de pensée. Et donc la maison s'est développée, surtout justement a développé à ce moment-là son accroche viticole. bien C'est sûr. là où elle a développé plus son vignoble et que la maison a voulu ancrer son ADN et son identité dans les vignes. Le modèle des maisons saumuroises, c'était des modèles purement de négoce qui achetaient souvent des vins de base ou des mous et qui faisaient la méthode traditionnelle. D'accord. Et qu'est-ce qui expliquait ça? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Parce que la production de raisins à l'époque était pas l'essentiel des maisons, que l'approvisionnement était assez facile, également que les maisons se concentraient en fait sur la méthode traditionnelle et sur la commercialisation et D'accord. laissaient en fait à la viticulture le soin de produire des raisins. La conception et l'ADN de Langlois Château à l'époque, ça a été justement de dire non, il faut qu'on maîtrise l'amont, il faut qu'on ancre nos racines dans le territoire et dans le terroir pour mieux exprimer nos vins, pour être plus pertinent en fait de la vigne jusqu'à la bouteille. D'accord. Et donc c'est ce modèle-là qui a été développé, alors qu'en fait parfois ça nous coûtait plus cher de produire nos propres vins que de les acheter. Assez surprenant, mais c'est comme ça aussi qu'on a développé une singularité, une précision dans la réalisation de nos vins et qu'on a développé en fait une gamme qu'on a essayé le plus qualitatif possible. Donc C'est une identité aussi qu'on retrouve, enfin, qui est assez moderne aujourd'hui, qui est oui. très à la mode. Mm. Pour autant, c'était assez visionnaire d'avoir une telle maîtrise sur du volume aussi, parce que il y a quand même, en termes de nombre d'hectares de mémoire, c'est quand même relativement important. Donc il fallait avoir la maîtrise de tout ça. Et puis aussi, il fallait pouvoir écouler les stocks. Exactement. Ouais, c'est un vrai choix. C'est un choix aussi Mm. d'engagement de capitaux, d'utiliser le vignoble. Mais c'est vrai que du coup, cette construction qui était un peu unique, elle était unique en fait. Maintenant, d'autres maisons nous ont suivis parce qu'elles ont rendu compte que c'est intéressant de maîtriser une petite partie de leur appro. Mais ce modèle était assez unique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est la plus petite maison de Saumur.
en termes de production. Mais on a fait un choix très, très, très particulier d'essayer d'exprimer des grandes bulles de Loire, donc de maîtriser une grosse partie du process, ou quand on achète, parce qu'on achète des raisins aussi, et moi je revendique clairement mon statut de vigneron négociant. D'accord. Les deux pour moi sont importants. C'est-à-dire que on est négociant, on achète des raisins, on a des partenariats avec des vignerons avec qui on est très proche parce que comme on est viticulteur comme eux, eh bien on a un contact très fort avec eux dans le suivi, la discussion avec eux sur la qualité des raisins qu'ils apportent. Et donc nous on a un suivi tout au long de l'année de leur parcellaire, un échange qui fait que quand les raisins arrivent, en plus surtout ce qui est hyper important, c'est de pouvoir les pressurer. Pour moi le pressurage est un des points essentiels de la qualité des vins de fine bulle. Et donc nous on n'achète qu'en raisin. Voilà. D'accord. Contrairement à d'autres qui achètent des vins ou des mous, nous on achète du coup qu'en raisin. Donc je revendique cette notion de Petite- vigneron et négociant. Petite question aussi qui m'intéresse, Ouais. sur la partie négoce. Bon, Oui. le négoce se fait de plein de manières différentes Oui. aujourd'hui. Donc le négoce, c'est tout simplement le fait d'acheter des raisins ou éventuellement du mou, donc des raisins qui ont été, on va dire, pressés tout simplement, si on veut faire simple, auprès d'autres vignerons. Mm. Voilà. Aujourd'hui, le négoce, j'ai l'impression que vous le suivez beaucoup. Mm. C'est-à-dire que vous avez une partie amont qui est bien maîtrisée, bien suivie. Mm. Est-ce que c'est vous, par exemple, qui allez déclencher les vendanges ou est-ce que c'est le vigneron qui a une connaissance particulière aussi de son terroir qui va dire non, bah, je pense que c'est le moment d'aller vendanger? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, cette relation? Les vendanges, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Les vendanges, en fait, je veux remettre les choses dans leur contexte. Les vendanges, c'est de multiples paramètres qu'il faut gérer en même temps. D'accord? Idéalement, on voudrait dire au vigneron, écoute, ta parcelle, elle est à 11,3 degrés, on a goûté les raisins, les analyses sont bonnes, tu vendanges tel jour, tu vas apporter raisins à telle heure et je serai dans le pressoir à telle heure. La théorie. La théorie, d'accord? La pratique, c'est pas ça. La pratique, c'est d'abord les 3 sites météo qu'on consulte 24 heures sur 24 pour voir quels sont l'impact de comment va gérer la météo dans les prochains jours. Ça, c'est essentiel en termes d'organisation. Deuxième point, c'est une maîtrise parfaite de l'évolution des différentes parcelles. Ce qui veut dire que Léa, notre chef de culture, va voir les vignerons en amont, à partir du 15 août, plutôt s'il y a besoin, et commence à faire le tour des parcelles, voit l'évolution, discute avec le vigneron, voir comment ça évolue, et met en place avec lui une relation très proche, en disant D'accord. tiens, tu m'envoies une analyse, moi je viens de voir en fait une fois sur deux, puis on regarde comment les parcelles évoluent. Troisième point, c'est une organisation au niveau des pressoirs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer tout à l'idéal de maturité. Donc c'est un choix que l'on fait pour commencer en un peu sous maturité, et on sait qu'on finira en un peu sur maturité. D'accord? Donc c'est un choix que l'on fait. Troisièmement, c'est une connaissance des terroirs. On sait que tel type de terroir souvent est plus précoce que d'autres, mais on peut être surpris certaines années. D'accord? Donc tu vois, il n'y a pas de réponse idéale en disant c'est tel vigneron, on va rentrer. Non, c'est tout un ensemble de paramètres qui fait qu'il faut une très grande symbiose entre le chef de culture, le chef de cave, les vignerons partenaires avec qui on travaille, l'organisation des équipes, le potentiel de personnes qu'on peut avoir pendant les vendanges, parce qu'on recrute 30 personnes, il y en a 20 qui arrivent le matin, donc on devait faire 10 tonnes, on fait que 7 tonnes, donc comment ça se passe? Donc c'est l'organisation du pressoir qui fait que si on dépasse pour nous les 80 tonnes par jour, on sait qu'il y a un engorgement, que derrière, en termes de qualité, c'est terrible, donc il faut gérer aussi cet approvisionnement. Donc tu vois, c'est tout un ensemble de paramètres qui fait que quand on est ça demande une très bonne maîtrise de l'outil, ça demande une très bonne relation, une très bonne organisation entre les équipes et un lien fort qui fait qu'on va arriver à trouver cette harmonie pour essayer de récolter les bons raisins au bon moment. Tu vois, donc ça peut jouer très vite dans un sens ou dans un autre, tu vois, en fonction D'accord. des paramètres. Donc c'est pour ça que les vendanges sont toujours aussi passionnantes et que c'est un vrai bonheur de voir les équipes quand ça tourne et quand tu arrives au chai et que tu vois qu'il n'y a rien à quai, tout a été pressé en temps et en heure, que le flux est correct. Et là tu te dis, là ça tourne, c'est chouette et on sent qu'on est dans le bon. Et particulièrement en 2024 où c'était une année extrêmement compliquée, où on a eu une pluviométrie terrible, où les vendanges étaient très très complexes avec les aléas météo, les sous-maturités qui arrivaient. Eh bien, la très bonne organisation a fait qu'on a réussi à bien s'en sortir. Et je suis très fier de mes équipes sur une année comme celle-ci, très franchement. Ouais, c'est des challenges un peu nouveaux. Exactement, voilà. Tu parlais de symbiose aussi, je trouve ça assez intéressant. Il y a une question de relation, forcément, Oui. humaine très forte, du coup, avec tes équipes, Oui. avec aussi les vignerons. C'est des vignerons avec lesquels vous travaillez depuis longtemps. C'est des partenariats à long terme. Ça fonctionne comment, en fait Alors ça, c'est hyper important. On est en train de changer d'ailleurs de façon assez importante nos relations avec nos viticulteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, Langlois a fait le choix de passer 100% en raisin en agriculture biologique.
D'accord? D'accord, C'est-à-dire que nos vignobles, tu me posais la question des hectares, on exploite 63 hectares en direct sur Saumur, d'accord, voilà, les environs de Saumur pour faire nos créments. Et puis on achète l'équivalent quasiment du double, tu vois, environ une centaine, 120 hectares de raisins. D'accord? d'accord. Et donc, si tu veux, ce qui est hyper important pour nous, justement, c'est de créer du partenariat à long terme. Et comme on a fait le choix de passer en agriculture biologique, eh bien, nos vignobles seront bio en 2025. Donc, tous nos vignobles seront convertis en agriculture biologique. On en avait déjà 30% qui ont été convertis en 2020 et 100% seront convertis là en 2025. Et nos partenaires viticulteurs, eh bien, on est en train de faire évoluer entre nos historiques qui étaient pas bio et qui veulent pas passer bio. Du coup, ben, on avait des contrats de 3 ans, donc on honore nos contrats. Puis Bien on leur sûr. a prévenu en amont que, ben voilà, on voulait évoluer. Est-ce que vous voulez nous suivre ou pas? Ils disent, bah non, nous on préfère rester en agriculture conventionnelle. Et donc, on est en train, par contre, de créer un partenariat avec des vignerons qui sont en agriculture biologique et qui nous suivent. Alors, on a la chance, en plus, dans la Loire aujourd'hui, d'être dans une période où les producteurs de raisins bio ne trouvent pas forcément des débouchés. Donc, D'accord, on a des ok. opportunités. Et notre approche, c'est de créer des contrats sur du très long terme. C'est-à-dire d'avoir quelques partenaires, pas forcément nombreux, mais sur lesquels on s'engage sur du très long terme, des contrats à 9 ans, avec des points de passage tous les 3 ans pour bien sûr qu'on est bien en phase, Ah, bien sûr. et qui permet d'avoir une vraie visibilité pour les producteurs. En disant, OK, on s'engage avec Langlois, on a une vision sur le prix sur 3 ans. Au bout de 3 ans, ben, on se fait comme un point de passage. Si le Mm. marché s'est cassé la figure, ben, on réajuste comme un peu, mais avec une vision vraiment sur 3 ans. Et eux, ils peuvent 1 an avant nous dire, ben non, nous, on pense aller sur une autre trajectoire. Voilà, ce qui nous permet en fait, nous, surtout de travailler sur la durée. Voilà. Et surtout, notre approche, c'est d'engager des domaines non pas sur des surfaces petites, mais sur une grosse partie de leur domaine. On s'est rendu compte en fait que si on voulait travailler qualitativement, eh bien, il fallait que les partenaires avec qui on travaille soient engagés sur une grosse partie de leur surface. Parce que ça permet en fait d'avoir aussi je dirais la diversité des terroirs du domaine. Ok. Et puis surtout, du coup, le producteur est clairement engagé avec la maison. Bien sûr. Et du coup, forcément, il y a un lien particulier et puis il y a un échange qui se fait. Et ça, c'est assez novateur, je pense, dans la Loire. Et c'est vraiment ce qu'on veut créer avec. Et puis du coup, on les invite, ils viennent déguster des Mhm. vins de base. Là, typiquement, on leur montre un peu la vision où on veut aller. Et voilà, donc c'est un engagement long terme. La maison, elle se construit step by step, en fait, sur du long terme. Et on a besoin de cet ancrage fort et puis de cette vision moyen-long terme. Ah, c'est super, enfin, Mm. c'est super encourageant et intéressant pour toi. Il y a quand même des challenges, j'ai l'impression, qui arrivent chaque année avec bah, les vendanges, etc. Et puis il y a quand même pas mal de projets. Oui, Avant de parler notamment des derniers projets et notamment des acquisitions, parce que c'est toujours intéressant de ouais. parler des différents domaines, je voulais commencer tout simplement la dégustation. Mm. Tu nous as apporté deux très jolis créments de Loire. Bah, déjà, je voulais savoir par lequel on allait commencer. Alors, on va commencer par ce qui est pour moi l'ADN même de la maison, qui est le Langlois Crément de Loire Brut Réserve, d'accord, D'accord, qui est vraiment notre cuvée phare, qui est la cuvée identitaire, historique de la maison, qui est une cuvée non millésimée, qui est une cuvée à base de 3 types de cépages, d'accord. Donc, on a le chenin, bien sûr, puisque chaque vin blanc de la maison a minimum 50% de chenin. Le chenin, pour nous, c'est l'ADN, c'est la ligne directrice de notre crément. D'accord. Comme je te disais, je suis passionné par ce cépage. Et ce cépage, il est un marqueur identitaire très fort de notre crément. Nous sommes un crément de Loire. On ne veut pas être une copie, si tu veux, d'un champagne en faisant ce qu'on pourrait faire, un crément 100% chardonnay, si tu veux, bien sûr. ou pinot noir chardonnay. Mais non, nous, notre objectif, c'est de garder cette identité ligérienne et d'exprimer le cépage qui est phare dans la Loire, qui est le chenin. Donc, dans ce crément, 60% de chenin, et on vient ajouter 20% de chardonnay, 20% de cabernet franc. Et le cabernet franc est hyper intéressant parce que normalement, quoi, la plupart des bulles de Loire sont plutôt des blancs de blanc, sont plutôt des bulles qui sont chenin chardonnay. Là, on ajoute du cabernet franc, 20% de cabernet franc, qui est un cépage qui a tendance à fermer les vins après 1 an D'accord. sur latte. En revanche, au bout de 2 ans, il apporte beaucoup de profondeur et beaucoup de complexité aromatique. Donc ça, c'est un des marqueurs de la maison. Historiquement, on a toujours mis du cabernet franc dans cette cuvée. Et c'est vraiment... et ça apporte beaucoup de profondeur.
Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que là tu nous as parlé de deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Et la première chose, c'est faire du blanc de blanc à partir de deux cépages. Mm. Pour la plupart des gens, le blanc de blanc, ça vient du 100% chardonnay. Mm. Donc voilà, peut-être première découverte. Moi, Ouais. j'avoue que même moi, j'étais quasiment persuadé de ça. Donc voilà, c'était une découverte, donc toujours intéressant. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'était voilà, le fait d'introduire le Cabernet Franc. Comment est-ce qu'on introduit un cépage rouge? Voilà, on sait que le Pinot Noir, c'est aussi le cas en Champagne. Qu'est-ce qui fait cette particularité-là? Quelle est la sensibilité aussi qu'il faut avoir? Parce que voilà, comment est-ce que ça fonctionne pour presser un raisin rouge et obtenir un jus aussi blanc et pur que ce qu'on a dans notre verre? Alors, ce que je te disais qui est hyper important, c'est le pressurage tout à l'heure. C'est un des points essentiels de la qualité d'un crément. Nous, systématiquement, on sépare les cuvées et les tailles, ce qui paraît assez évident en Champagne. Donc, ce que je rappelle, les cuvées et les tailles, en fait, c'est que on met un raisin dans le pressoir, on presse et les jus sortent du pressoir. Et en fait, les premiers jus, ce sont les jus qui sont les plus loin de la peau et du pépin. Ce qui est assez logique, on met Bien la sûr. grappe dans le pressoir, on presse un petit peu, ça casse la peau et le jus naturellement s'écoule grâce justement aux grappes, comme c'est vendangé manuellement. C'est ça la grande force justement du crément et c'est la vendange manuelle qui permet au jus de se drainer via la rafle dans le pressoir. D'accord. Donc le jus s'écoule simplement et ce jus qui est le plus loin de la peau et le plus loin des pépins, eh bien naturellement il est plus neutre. En revanche, il est plus acide, il est plus élégant. D'accord. Et Qu'est-ce que tu appelles neutre? neutre, c'est-à-dire neutre aromatiquement. D'accord. Ok. Neutre en bouche. C'est-à-dire que quand tu goûtes, par exemple, un mou qui sort du pressoir, et tu goûtes ce qu'on appelle les tailles, donc au contraire, à la fin du pressoir, quand on va presser un peu plus fort pour aller chercher justement ce jus collé à la peau et collé au pépin, mais quand tu goûtes ça, tu verras, c'est plus sucré, c'est plus aromatique, c'est plus puissant en bouche. En revanche, c'est plus lourd, c'est moins net, et il y a moins d'acidité. Et un D'accord. écart assez important en termes de pH et d'acidité entre les cuvées et les tailles. Donc ça, c'est hyper important. Quand on veut faire une grande bulle, eh bien, il faut avoir initialement les vins les plus neutres et les plus élégants possibles. D'accord. Et après, c'est l'art de l'assemblage. C'est là où on va ensuite composer avec ces vins très neutres. On va aller chercher la diversité par les différents cépages. Donc ici, le chenin, le chardonnay et le cabernet franc. D'accord. Et ces trois cépages assemblés, ensuite, on va les mettre en cave, les mettre en bouteille. Et c'est la seconde fermentation et le contact avec les lits qui va donner la profondeur. C'est-à-dire que sur une base neutre, très élégante, avec une belle acidité, on va construire le vin sur son équilibre après son élevage sur lit. Et les lits vont donner la complexité aromatique. Et ça, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on fait des grandes bulles, que ce soit en Champagne, que ce soit en Loire, etc. C'est ça la clé. Et donc, pour revenir à ta question sur le Cabernet Franc, eh bien nous, c'est un pressurage direct. C'est-à-dire qu'on met le Cabernet Franc dans le pressoir. Et comme le Cabernet Franc est assez neutre, en fait, quand on presse, il sort un jus blanc. Hein. Donc, on n'a pas besoin de faire autre chose. Ce qu'il faut, c'est pas presser trop fort, en fait. Voilà, mais tout simplement, puis même en pressant, la couleur sort pas comme ça aussi facilement, en fait. Hein. Donc, et du coup, même s'il est très légèrement coloré, comme il est assemblé après, en fait, il n'y a pas d'influence sur la couleur. Et donc, ce Cabernet Franc, en revanche, c'est un vrai marqueur aromatique. Et pour nous, c'est un marqueur de cette cuvée-là. En tout cas, historiquement, on a toujours eu du Cabernet Franc. D'autres maisons ont suivi, d'ailleurs. Mais quand on veut faire un crément avec beaucoup de profondeur et d'élégance, et surtout de la complicité aromatique, le fait de rapporter cette touche de noir, eh bien, c'est hyper intéressant dans la complexité qu'on peut avoir après dans notre crément. Donc, une base très neutre. Et après, c'est la magie, évidemment, de l'élevage sur lit. On a la chance d'avoir 4 km de cave creusée dans le tuffeau à Saumur, des conditions idéales pour faire des bulles. C'est pour ça, d'ailleurs, que les maisons se sont installées là. Hein. Ah, bien sûr. On avait ces caves de tuffeau qui ont été créées pour les carrières, pour faire les fameux châteaux, maisons de la Loire. Mais on a des caves qui sont à 12 degrés, été comme hiver. Et là, le vieillissement sur lit permet justement de gagner en complexité, en élégance, en finesse. Voilà. Eh bien, écoute, merci. C'était un peu le début de l'économie circulaire, en fait. Exactement. On prenait la pierre pour le bâtiment et le reste pour la cave. Pour le champignon, parce qu'il y a les fameux champignons de Paris Bien qui étaient faits dans les châteaux à Saumur. Et le vin, bien sûr. Donc, voilà. Bah, écoute, je te laisse peut-être nous guider un petit peu sur cette dégustation. Oui. Et puis, j'aimerais juste après évoquer un sujet moi, que je trouve assez passionnant, qui est l'assemblage. La dégustation et les décisions d'assemblage se font parfois sans les bulles. Enfin, c'est des étapes qui sont bien avant. Et je trouve ça toujours assez passionnant de se dire qu'on arrive, lors d'une dégustation, à se projeter sur un goût final
sans le côté gaz carbonique, hein, tout simplement. Et tu vois, c'est marrant, je me replongeais hier un petit peu dans le goût du vin d'Émile Pénaud, Ouais. sur l'effervescence. Donc un livre que je vous recommande tous de lire en tant que passionné, et qui évoquait l'acidité, le côté picotant et pas piquant, et il fait bien la différence de cette bulle-là. Et j'ai toujours été intrigué sur comment est-ce qu'on arrive à faire un aussi bel assemblage alors qu'il nous manque un des éléments du vin, et qu'on arrive à un résultat qui a un équilibre avec ce paramètre qui se crée après. Donc voilà, si tu peux peut-être nous faire d'abord une petite présentation un Bien petit sûr. peu de la bouteille que tu nous as rapportée sur la dégustation. Et Alors, ensuite, on arrivera sur le donc sujet. Langlois Crémant de Loire brut réserve, Mhm. d'accord. Donc c'est aromatiquement, on a un nez assez mûr, Oui. où on a évidemment ces notions un peu de levure, de brioche, hein, assez présent, qui est lié forcément à son long élevage sur lit. Langlois Crémant de Loire brut réserve, c'est minimum 2 ans en cave. D'accord. Pour avoir l'appellation crément, c'est 1 an minimum. Nous, on va à 2 ans minimum. Aujourd'hui, on est autour de 3 ans en fait en moyenne, hein, donc, mais on descendra jamais en dessous de 2 ans. Quel Euh, est l'intérêt de justement Alors, le gros intérêt, justement, je parlais de comment on crée une grande bulle en fait, hein. Mhm. Cette grande bulle, elle se crée d'abord au pressurage en prenant les jus qui sont les plus fins et les plus élégants. Et après, c'est en construisant par un long temps sur lit en fait, hein. C'est-à-dire que si on veut faire une bulle à boire rapidement, eh bien on prend les tailles, on prend les derniers jus du pressoir qui sont naturellement plus complexes, plus ronds, moins fins. Euh, on les met en bouteille, on fait une seconde fermentation et en fait on aura des vins qui seront naturellement plus ouverts, plus puissants aromatiquement. D'accord. D'accord. Parce qu'ils sont initialement plus. En revanche, ils ont beaucoup moins de finesse, ils ont beaucoup moins d'acidité. Donc, c'est des vins qui vont tomber dans le temps et qui sont beaucoup moins élégants. Donc, à l'inverse, si on veut créer une grande bulle, il faut prendre les premiers jus. Et après, c'est l'élevage sur lit qui va leur donner la complexité aromatique et la finesse. C'est-à-dire, si on les boit au bout d'un an, et c'est le cas de notre crément, si on le bout d'un an, il est fermé, il est encore sur l'acidité, il manque encore de complexité. Et c'est les lits qui vont apporter ça. Et le Cabernet Franc, c'est pas encore révélé. Exactement, le Cabernet Franc en plus ferme beaucoup les vins, comparé à un blanc de blanc. Et du coup, voilà, c'est ça ce qui fait un peu cet équilibre. Donc du coup, on a forcément aromatiquement ce côté un peu plus élevage sur lit, hein, qu'on peut retrouver sur d'autres bulles qui ont passé du temps sur lit aussi, hein, ce côté un peu levure. Après, on a cet équilibre du chenin, bien sûr, qui est un marqueur aromatique fort, où on peut avoir ces notes un peu de fruits type coin, un peu, voilà, Fruits jaunes, fruits jaunes, exactement, voilà, qui sont typiques en fait du chenin. Et puis un équilibre aromatique assez complexe en fait, hein. Mhm. On est sur une bulle quand même qui est assez complexe. Alors en bouche, évidemment, on a d'abord une bulle extrêmement fine. Bon, qui est due finalement à son vieillissement sur lit, puis tout le parcours très précis qu'on a fait en amont. Euh, on a pour moi un marqueur qui est essentiel, quoi, qui est très important, c'est l'acidité, la fraîcheur qu'on a du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire Ouais. et ça c'est hyper important, et ça je tiens beaucoup à ça dans nos vins, et c'est la force, je pense, des vins des Loire, c'est cette fraîcheur qui va tenir le vin du début jusqu'à la fin en fait de la perception aromatique en bouche. Et ça, c'est notre grande force. Bon, on l'a souvent dans les bulles en général, hein, parce que justement, on part sur des raisins qui sont en sous-maturité avec une forte acidité, et la Champagne là aussi. Mais en fait, c'est hyper important, parce qu'on peut Oui. avoir aujourd'hui des bulles un peu lourdes, on va chercher la surmaturité sur les raisins, et je trouve qu'on perd un peu en fraîcheur. Donc on a cette fraîcheur aromatique, cette fraîcheur du début à la fin. Et derrière, on vient construire une bulle avec beaucoup de finesse. On voit en fin de bouche, on a ce côté en fait, on n'est pas une bulle qui tombe, on a Ouais. une bulle qui persiste. On a un équilibre aromatique du début à la fin. On a ce côté justement mûr, assez élégant, avec des fruits jaunes, avec qui perdure. On l'a encore en fin de bouche là. Donc notre crément, pour moi, c'est pas uniquement une bulle festive qu'on boit et qui tombe. C'est vraiment une bulle dans l'élégance, dans la fraîcheur, dans la continuité. Donc c'est une bulle parfaite pour un apéro, pour entre nous, etc. Mais c'est une bulle qui accompagne très bien un cocktail. Ouais, c'est ce que Et j'allais dire. avec une On se voit bien aussi manger quelque chose avec Exactement. cette bulle. Exactement. C'est pas uniquement de l'apéritif. non, non, Et non. moi, ce que je trouve aussi, alors bon, c'est peut-être un ressenti personnel, mais je trouve qu'il y a une très belle amertume, Oui. qui est une espèce de ligne droite aussi qui guide le vin, qui est
hyper fine, Mm. pas du tout perturbatrice. Hein. Non. Justement, c'est une jolie amertume et qui apporte aussi, qui est un peu cette verticale qui Mm. tient un petit peu la fraîcheur de ce crément et Et- qui est hyper agréable. Est-ce Mm. que c'est lié peut-être au cabernet un petit peu ou Non, pas forcément? du tout. Pas du tout. C'est lié aussi à l'amertume pour moi est importante. On peut très bien la compenser par le dosage. C'est-à-dire Mhm. que on peut très bien se dire tiens, on n'aime pas trop l'amertume, on va un peu surdoser. Ouais. Nous, c'est hyper important. Alors, c'est un peu surprenant, mais on est à 9 grammes. D'accord. Pour certains, ils disent mais 9 grammes, attends, c'est un peu élevé quand même sur des bulles. Maintenant, on a tendance à aller vers des extra bruts. Ouais. On cherche toujours des C'est vins moins plus de 6 grammes, secs. c'est ça, C'est souvent ouais. extra brut, c'est moins de 6 Ouais. grammes. Et du coup, non, en fait, nous, c'est un choix technique aussi. Et alors là, on va rentrer un peu dans la technique. Séquence technique. Ok. C'est mon ADN, donc j'aime bien ça aussi. Mais Ouais, il faut en parler. juste pour comprendre. Et ça, c'est très spécifique. Et c'est en fait, on a compris que le chenin, contrairement à un chardonnay ou un pinot noir, Mhm. a besoin de maturité. C'est-à-dire que si on récolte un chenin à 9 degrés ou 10 degrés potentiel, eh bien, souvent, il est en sous-maturité. Et du coup, il exprime un côté très végétal. D'accord. Et donc, on a besoin d'avoir cette maturité intrinsèque du chenin. Si vous récoltez un pinot noir ou un chardonnay à 9 degrés, vous pouvez faire une très grande bouteille. D'accord. Parce qu'il n'y a pas naturellement ce côté végétal dans ces cépages-là. Le chenin, là. Et c'est pour ça qu'autrefois, on disait ça chenasse, ça sent le chou. Parce que les chenins en sous-maturité, c'est terrible. C'est Ouais, bien radical. sûr. Et voilà. Et pourtant, il y a des très grands Et il y a chenins. des très grands chenins, mais parce qu'il faut passer ce côté du végétal dans le chenin. Et si on l'a pas compris, on passe à côté en fait de l'équilibre de nos vins. Et donc nous, on va un peu plus en surmaturité, c'est-à-dire qu'on cherche plutôt des 10,5, 11 ou 12. Bon, c'est plus complexe que ça, mais c'est schématiquement, c'est ça. Donc on va un peu en surmaturité. Et du coup, on passe ce côté végétal. Bien sûr. Et en revanche, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'acidité descend. Bah, bien sûr. Et le Naturellement. sucre augmente. Voilà, le sucre augmente, l'acidité descend. Et pour garder cette ligne directrice, du coup, on ne fait pas les malolactiques. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la malolactique, c'est-à-dire que la fermentation malolactique qui transforme les acides maliques en acide lactique, Mhm. qui est fait sur la plupart des champagnes et des bulles, justement pour descendre l'acidité naturelle parce qu'ils sont récoltés en sous-maturité. Bien Mais sûr. nous, on ne le fait pas parce qu'on est en surmaturité. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On garde les maliques, on garde une acidité un peu traçante. Et D'accord. derrière, par contre, il faut qu'on compense par un dosage un peu plus élevé. D'accord? C'est-à-dire qu'on aurait fait les malos, on serait à 6 grammes. D'accord. On ne fait pas les malos, on est à 9 grammes. D'accord. Ok. Parce qu'on a l'acide malique qui trace, mais par contre, qui est une acidité qui est assez fine et assez délicate. Mhm. Et qui, du coup, voilà, c'est un équilibre très subtil où, pour revenir à ta question sur l'amertume, donc on a cette amertume, mais elle est bien compensée par l'acidité, un Ouais. équilibre qui est très particulier. Et ça, on est radicalement différent de la Champagne par rapport à ça. C'est Bien marrant, les sûr. débats qu'on avait avec le chef de cave de Bollinger à l'époque, il disait, t'es fou, pas faire les malos, c'est n'importe quoi. Je dis, mais non, mais c'est. Voilà, donc Ça va c'est très bien intéressant. ici, en fait. Ouais, exactement, ça va très bien ici. En fait, on a adapté nos techniques de vinification. Ce qui est complexe parce que quand on trouve pas les malos, il y a des enjeux en termes de refermentation en bouteille, etc. Bien sûr. De malo en bouteille. Donc techniquement, c'est un peu casse-gueule. Mais c'est le choix qu'on a fait qui permet aussi d'être très révélateur de cet esprit du chenin. Voilà. Et là, on respecte bien le chenin et on est capable d'arriver après ses aromatiques et ses équilibres. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on a construit un peu notre cuvée, qui fait que le Langlois Crément de Loire Brut Réserve, il a son style, il a son équilibre, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est une bulle qui est intéressante, hein, qui a une vraie complexité aromatique et qui... Qui est assez expressive. Oui. Elle est fraîche, mais expressive au Oui. nez quand même. Hein. C'est une bulle assez expressive. Ce qu'on peut parfois reprocher à certains effervescents, d'être très discret au nez, sur des fruits assez acidulés, on va dire, comme la pomme granit, ou ce genre Oui. de choses. Là, on a quelque chose d'assez mûr. Oui. C'est assez agréable, c'est assez séduisant même. Oui. On a envie du coup Mais c'est vrai que ça invite quand même pas mal à déguster quelque chose aussi en parallèle. Oui, je trouve. exactement. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est un super accompagnateur de moments festifs entre amis. Voilà, on se retrouve. Alors, on a tes bu une meilleurs bonne bulle, accords. et puis, Tes meilleurs accords avec là-dessus. ça. Après, c'est tout ce qui est autour, évidemment. Moi, j'aime beaucoup ça avec tout ce qui est les feuilletés au fromage, des petits trucs d'apéro très agréables qui accompagnent bien ça. On a un côté qui est sympa aussi dans la Loire. C'est ce petit côté zut, comment on appelle ça? J'oublie mes mots. Enfin bref, Il n'y a pas de problème. et du coup, non, mais c'est vraiment pour moi un accompagnateur parfait en fait justement de ce moment convivial où on se retrouve. Ce que je dis souvent en fait du crément, c'est que
En fait, le champagne est souvent un vin qui s'anticipe. D'accord. Ouais. Euh, on a typiquement un événement à fêter, quelque chose à célébrer, quelque chose qu'on veut partager, une réussite. Voilà, on met un champagne au frais, on attend, etc. On met rarement un grand champagne dans son frigo. Et en attendant, le crément pour moi et surtout l'anglois, c'est plus un vin qu'on ouvre par justement des moments conviviaux. On a envie de se retrouver avec un produit de qualité, avec une vraie histoire, une densité, et on arrive à vraiment célébrer un moment simple et révéler ce moment simple avec une belle bouteille bien produite. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est un moment de convivialité, c'est un moment où voilà, on se retrouve entre amis, on sort du bureau, on se fait un truc, on se fait un apéro, on se retrouve, et voilà, c'est ça la magie du crément. Bon, et ben super. Bah, en tout cas, merci pour cette belle bouteille. Je vais prendre une dernière gorgée avant de passer au deuxième crément que tu nous as apporté, qui est un blanc de blanc. On va pouvoir justement revenir sur ce qui est le blanc de blanc et sa définition. Et en attendant, je te laisse peut-être évoquer le sujet dont je te parlais tout à l'heure, qui est la magie de l'assemblage et de la Ah, dégustation avant la prise de mousse en bouteille, on va dire la fermentation en bouteille qui va amener le gaz carbonique. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce moment? Déjà, je pense que c'est un moment assez important, mais décrire un peu ce moment, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on apprend à se projeter entre un vin qu'on va déguster presque pas finalisé mm. et un vin qu'on a là en dégustation aujourd'hui et qui est exceptionnel. Alors, peut-être que je vais casser un mythe, mais en fait, l'assemblage, euh, pour rester un peu concret et réel, on fait pas ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a engagé des parcelles, on a des raisins qui sont rentrés, on a des cuves, et on peut pas révolutionner un assemblage comme ça dans l'année par rapport à ce qu'on goûte. Bienvenue sur Terre. Bienvenue sur Terre, tout simplement. Pourquoi? Mais c'est vrai que ça C'est paraît. vrai, Ça, c'est ce qu'on bien de le pourrait rappeler. dire, oh, c'est top cette année, je trouve que les chardonnays sont meilleurs, on va mettre plus de chardonnay et moins de chenin. Oui, mais en réalité, dans ta cuve, tu as rentré et tu as des chardonnays, des chenins et tes vins de réserve. Donc, tu vois, donc le chenin, l'assemblage n'est pas une révolution. D'accord. L'assemblage n'est pas une révolution. Il est, pour moi, un travail sur du long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, chez Langlois, et pourquoi on a voulu maîtriser le pressurage? Parce que, tu l'as compris, la séparation des cuvées détail est essentielle. Oui. Le fait d'avoir nos partenaires vignerons, on sépare chacun des terroirs. On a identifié 6 terroirs. On n'a pas de cru dans la Loire, comme en Champagne. Mais nous, on a identifié des terroirs spécifiques et chaque provenance est séparée. D'accord. On sépare les cuvées, on sépare les tailles, on sépare les cépages, on sépare tout. Donc, on a une cuverie très fractionnée qui nous permet de bien séparer l'ensemble des composantes de notre assemblage. Ce qui fait que lorsqu'on commence à déguster nos cuves au mois de janvier et qu'on a nos séances de dégustation, hein, c'est 5-6 séances de dégustation de 10h à midi, et on déguste tous les vins à part un, et puis au fur et à mesure on affine les choses. Eh bien, tout simplement, c'est des moments hyper importants parce que c'est là où on va comprendre en fait les subtilités du futur assemblage. Exemple. On achète des raisins sur la zone de la Vienne, ce qu'on appelle la Vienne chez nous, c'est-à-dire qu'on sort du département du Maine-et-Loire, on arrive dans le département de la Vienne, c'est à 20 km de Saumur. Oui. On arrive sur des terroirs très intéressants qui sont souvent pas très connus, des calcaires en fait qui sont un peu plus anciens que les calcaires autour de Saumur et qui font des vins de base qui sont excellents. Donc on a un partenariat avec 2 producteurs là-bas depuis historique, et donc on les isole à chaque fois. Et on se rend compte que année après année, ces chenins issus de ce terroir sont extrêmement intéressants en termes de profondeur aromatique, d'équilibre, etc. Et donc, au fur et à mesure et quand on les assemble, quand on commence à assembler, on se rend compte que ils marquent l'assemblage ou pas, d'accord? Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire, eh bien, par rapport à l'historique que l'on a et là où on veut aller, de dire, tiens, il faudrait qu'on aille approfondir, acheter plus de raisins dans cette zone-là. Parce qu'on se rend compte que c'est un impact sur l'assemblage. Tu comprends, en fait? C'est-à-dire que bien sûr. C'est plus en fait au moment de l'approvisionnement presque. Exactement, qu'on définit plus ou moins on définit la ligne directrice de bien là sûr. où on veut aller. Ok. D'accord. Et en fait, l'assemblage, c'est juste un ajustement.
C'est là, si tu veux, en fait, tu as ta cave, tu as tes cuveries, tu as tous ces composantes-là, et tu peux pas révolutionner ta cuverie. Tu peux pas dire, cette année, je vais mettre 70% de chardonnay et 30% de chenin. Tu as 60% de chenin dans ta cave. Donc, tu peux pas En faire fait, ta dégustation, c'est le résultat de ton appro que Exactement. tu as Voilà. choisi avant. Et l'assemblage va juste être cet équilibre fin où tu vas ajuster les choses. Tu as des vins de réserve. Parce que nous, on utilise 10% de vins de réserve en D'accord. moyenne, plus ou moins selon l'année. C'est ce que j'avais demandé. Donc, on peut les remonter. On prend que les chenins. Les meilleurs cuves, chaque année, on les met en réserve. Ça, c'est la clé. Aussi, c'est un D'accord. petit détail, mais Pas si petit. c'est important. Toujours mettre les meilleurs vins qu'on a dans la cave en réserve. Et pas mettre les moins bons. Ça, c'est... Bref. Comme on garde les meilleurs vins dans sa cave. Exactement. Et plus du longtemps. coup, ce seront un vrai plus dans l'assemblage du N+1. Et donc, en fait, l'assemblage, il va être un ajustement. C'est-à-dire qu'on va juste, en fait, rééquilibrer un peu ce qu'on a en cave. On va dire, tiens, on va pouvoir, entre les différentes cuvées que l'on a, appuyer un peu plus sur le chenin, réduire un peu le chardonnay, mettre un peu plus ou moins de vin de réserve. Mais la trame, elle est là. La ligne directrice, elle est là. Et par contre, le fait de séparer chaque cuve, séparer chaque cuvée et taille, d'avoir vraiment devant nous et d'analyser chaque cuve séparément, nous dit tiens, vraiment, les terroirs de la Vienne, ils sont vraiment super intéressants. Ok, donc on va aller construire et aller chercher un peu renforcer notre partenariat, aller chercher un peu plus de raisins en fonction de nos projets de développement, etc. Il faut qu'on aille se renforcer ce terroir-là. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer doucement notre assemblage et qu'on le précise, qu'on l'affine. Mais si on n'a pas cette capacité à fractionner tout, à bien tout séparer et à bien tout analyser, on n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça que le monde est passionnant, en fait. Donc ce n'est pas une révolution, l'assemblage, c'est un ajustement et c'est vraiment une construction sur du long terme. Ouais. C'est ça l'intérêt d'avoir des partenariats de long terme. Exactement, voilà, tu as tout compris. On passe à la dégustation. Du blanc de blanc. Alors, ça c'est hyper intéressant parce que c'est une création. C'est une création, c'est notre premier millésime de blanc que l'on sort, la première cuvée. C'est une cuvée qu'on a imaginée en 1900, n'importe quoi, en 2020, en 2019, parce qu'on avait la volonté d'exprimer l'avenir de l'Anglois. Je te parlais justement de projection dans l'avenir. Comme je te l'ai dit, on est en train de passer en lecture biologique sur nos vignobles et sur l'approvisionnement. Et donc, tous nos créments langlois seront bio en 2028-2029. Il faut du temps pour faire des bulles. Je t'ai expliqué, 2 ans minimum, 3 ans en moyenne sur nos créments, donc il faut du temps. Ouais, donc, il faut anticiper les choses. Donc, c'est là où on va. D'accord. Et donc, ce qu'on voulait, par contre, c'est dès 2019, on avait cette intuition-là. Et donc, on a dit, on va créer une cuvée qui va marquer un peu notre ligne directrice. Où est-ce qu'on veut aller? Quelle est notre ambition? Et du coup, comme on avait 30% de nos vignes qui étaient déjà en agriculture biologique, qui étaient certifiées en 2020, eh bien, on a fait une sélection de raisins sur nos propres vignobles. Et puis, on a fait une cuvée qu'on a voulu spécifique. Et là, on s'est dit, bon, on va pas faire une copie en fait, de notre Langlois Brut Réserve, qui est vraiment le flagship. On veut faire autre chose, on veut créer quelque chose. Et c'est là où on s'est intéressé justement à qu'est-ce qu'on voulait développer, qu'est-ce qu'on voulait exprimer. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être pas inintéressant aussi d'aller chercher sur ce terroir très spécifique, en plus du Clos Saint-Florent, qui est le vignoble qui est juste au-dessus de nos caves, qui est un vignoble exposé nord-est avec un très bel équilibre, beaucoup d'acidité. C'est-à-dire, on va prendre une partie des raisins d'ici, on va créer un blanc de blanc pour essayer d'exprimer un peu quelque chose de différent, mais qui révélerait bien aussi le savoir-faire de la maison. Voilà, avec des raisins 100% d'agriculture biologique. Et donc, on a sélectionné ces raisins avec 60% de chenin évidemment, voilà, et 58% de chenin exactement, et 42% de chardonnay. Voilà. Donc c'est un blanc de blanc. Donc un blanc de blanc, c'est pas que du chardonnay, c'est un vin issu de raisins blancs. Uniquement. Voilà, donc il n'y a pas de noir dedans. Donc le Langlois Brut Réserve ne peut pas être un blanc de blanc. C'est pas un blanc de noir non plus, parce qu'il n'y a pas que du raisin noir dedans. Voilà, donc là on est sur un assemblage, un blanc de blanc en agriculture biologique, millésime 2020. D'accord. Donc c'est intéressant en fait. Ce qu'on a voulu justement, c'est ici vraiment exprimer la finesse et l'élégance d'un chenin très très bien travaillé. Avec le chardonnay qui est un, je vais pas beaucoup parler du chardonnay, mais il est important aussi dans l'assemblage parce que c'est un cépage qui a tendance à apporter beaucoup d'élégance. D'accord. Personnellement, je suis pas un fan des 100% chenin. Ça peut paraître bizarre dans les bulles. C'est paraît bizarre pour un passionné de chenin. Ouais. Je suis pas un grand fan de ces 100% chenin en bulle. Je trouve que le chenin est un traceur, est un aromatique fabuleux, mais que assemblé, il est encore meilleur.
Voilà. C'est-à-dire que le chardonnay apporte de l'élégance, apporte de la finesse et de la complexité aromatique dans l'assemblage. Le chenin est un cépage qui, somme toute, poussé à pleine maturité, est une bombe aromatique et de complexité. Mais en revanche, lorsqu'il est récolté plus jeune, il peut avoir un côté un peu rustique, entre guillemets. D'accord. Je comprends. Et du coup, le chardonnay apporte une élégance extrêmement intéressante. D'accord. Donc là, vous avez dans les verres un assemblage de ces deux cépages, chenin et chardonnay. Effectivement, pour l'avoir déjà dégusté peut-être par impatience, euh, il y a une finesse aussi et un côté moins aromatique au nez aussi sur cette cuvée par rapport au brut réserve. Donc on voit nettement la différence. C'est le même millésime, hein, c'est ça, 2020 les deux de Non, mémoire non, c'est un non millésimé l'autre et la base Ah. est 2021 plutôt. D'accord, Voilà. ok. Donc il y a un peu moins, il y a un peu plus de temps sur l'âtre sur celui-ci. Ok, Alors on est sur un année de plus en moyenne. Mais non, c'est en effet, c'est là où on voit l'intérêt on voit l'impact du Cabernet Franc aussi, hein. Ce marqueur aromatique, hein, bien sûr. qui apporte cet équilibre et cette complexité sur l'Anglois Haute Réserve qu'on n'a pas dans le blanc de blanc par définition. Mais du coup, on a beaucoup travaillé sur l'élégance. Voilà. On a une bulle extrêmement fine. On a du coup un côté très très élégant aromatiquement. C'est tout en délicatesse, Oui, d'accord. C'est une bulle exactement. extrêmement fine, c'est tout en délicatesse. Aromatiquement, on a quelque chose d'assez puissant aussi, hein, qui se révèle mine de rien. Donc, tout en restant élégant, on a une belle complexité aromatique et il y a beaucoup d'élégance, je trouve, dans ce vin. Ouais. Beaucoup d'élégance. Et si on parle Euh, d'accord mais vin, qu'est-ce que tu projettes alors sur un vin comme celui-ci? Pour moi, là, on est sur des choses qui sont un peu plus complexes. Mhm. Donc, on peut commencer à aller sur les fruits de mer, hein. Ouais, c'est C'est exactement sympa ce que je pensais à ça. il y a un côté salin, je trouve qu'on a en Ouais. fin de bouche qui est assez intéressant. Une salinité qui est parfaite, hein, pour Mhm. accompagner. Bon, faut pas aller sur des choses trop puissantes, bien sûr, hein, mais ça accompagne très bien les huîtres, tout ce qui est crevettes. On peut aller sur des choses comme ça, plutôt des fruits de mer ou des crustacés, mais cuits pas en sauce, hein, bien sûr, avec assez nature. Ça, c'est super. On peut commencer à aller sur des fromages type pâte dure, hein, type comté, Ouais. etc., qui sont hyper intéressants. Des vieux comtés, etc., ou pas trop puissants non plus, pas trop vieux, mais des comtés affinés de 3 ans, ça, c'est commence à dire un peu sympa. Bon, après, c'est pareil, hein, ça marche très bien sur un cocktail, sur Ouais. quelque chose, voilà, ce qui est l'ADN de la bulle, en fait, en Bien général. sûr, Donc, bien sûr. voilà. Mais Ouais. c'est toujours intéressant de donner aussi des accords mets et Bien vins sûr, avec, bien sûr. avec ces Ouais. vins-là. Écoute, on arrive presque à la fin du podcast. Il y a encore plein de sujets que moi j'avais en tête, mais c'est pas grave. Parfois, il faut faire des choix. Je voulais parler un peu de la relation qu'il y a quand même entre le tuffeau et le chenin, Oui. parce que c'est Sûr. quand même bon. Le tuffeau, c'est un sol. Mm. Toi qui es assez technique aussi dans le profil, je trouvais ça assez intéressant de te poser la question justement. C'est quoi cette relation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une si bonne alliance entre le tuffeau et le chenin? On le retrouve forcément au Saumur, mais à d'autres endroits un petit peu dans le Val-de-Loire. Oui. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que le tuffeau se prête bien au chenin et peut-être même bien à la bulle aussi, d'une certaine manière? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le chenin est un cépage qui est un vrai créateur de terroir. Nina Jensen, hein, qui était l'une des meilleures sommelières du monde, disait le chenin est mon cépage préféré parce que c'est l'un des cépages les plus révélateurs du terroir et du savoir-faire des vignerons. D'accord. Et donc, en effet, je pense que le chenin associé au calcaire est extrêmement intéressant. Le calcaire, c'est une éponge, hein. Quoi, le tuffeau, c'est une éponge. Elle prend l'eau et elle restitue l'eau en fait pendant l'hiver. Elle boit l'eau et elle restitue l'eau en fait au vignoble pendant les périodes estivales. Et donc, du coup, l'alliance du chenin et du calcaire est extrêmement intéressante, et du tuffeau, parce que justement, cette capacité qu'a le calcaire à alimenter le chenin fait qu'on a un équilibre extrêmement intéressant qui se crée. Le chenin se plaît très bien également sur les schistes, hein. On connaît les grands savenières, les côtes du Léon, etc. Donc, ces terroirs qui sont ce qu'on appelle l'Anjou noir Bien par rapport sûr. à l'Anjou blanc. Mais du coup, on révèle une austérité, on révèle une certaine minéralité extrêmement forte, hein, sur ces vignes qui sont plus stressées, parce que justement, les terres noires, le schiste de l'Anjou, ont pas cette capacité à nourrir la plante. Dès qu'on passe sur les calcaires, le chenin
chenin se comporte de façon différente et on a une harmonie, une élégance qu'on ne retrouve pas en fait sur les chenins issus qui sont élevés sur schiste. Donc moi, ce que j'adore en fait sur le chenin, sur le calcaire, et c'est pour ça que les bulles sont beaucoup développées, c'est que quand on est justement sur des équilibres un peu en sous-maturité, parce on garde la fraîcheur, eh bien on a un certain équilibre, on a le tuffeau apporte au chenin une élégance vraiment intéressante. Et un Qu'est-ce équilibre que qui est hyper intéressant. l'élégance, parfois, ça paraît un peu Ouais, abstrait. ah oui, c'est Est-ce abstrait, que mais tu arrives à le définir par des synonymes, peut-être, pour ben, l'expliquer? en fait, aromatiquement, c'est dans la manière dont on va ressortir ce côté un peu floral, Mhm. assez léger. C'est de la C'est la délicatesse? délicatesse, exactement, Ouais. qu'on voit beaucoup dans le blanc de blanc, je trouve, hein. C'est très délicat comme cuvée. Mais c'est vrai que c'est un peu abstrait Oui. À mais, l'élégance, en fait, on a mais toujours l'impression, pour ceux qui sont notamment un peu étrangers au oui, monde du vin, ouais. qu'on va parler d'une apparence. Ouais, non, ouais, Alors que pourtant, ça s'utilise énormément. ouais, Les gens qui sont du monde du vin ouais, comprennent bien, mais parfois, ça paraît un peu abstrait. Donc, c'est pour ça que je je suis trouvais d'accord. intéressant. Et quand tu regardes un chenin sur les schistes, parfois les gens ont du mal à aborder ces vins-là dans un premier temps, parce que c'est des vins justement qui sont extrêmement austères, Mhm. fermés, qu'il faut aérer, aller chercher en fait pour les révéler. Ça fait des très grands chenins aussi, hein, Bien sûr. mais c'est plus compliqué, ils sont moins faciles d'accès, ils sont plus... voilà, le chenin, le tuffeau pour moi donne ça au chenin. Il donne ce côté justement plus aromatique, plus facile d'accès. On le voit sur nos grands blancs secs, parce on fait le Clos Saint-Florent. Comme on est passionné de chenin et que moi je suis passionné de ce cépage, on fait des vins blancs tranquilles. Ok. Et on fait entre autres le Clos Saint-Florent blanc, qui est un grand vin blanc sec de Loire. On vient révéler justement ce Ce chenin chenin. en surmaturité. Exprimé sur ces terroirs-là. Et là, on voit très bien quand on compare par rapport à des chenins issus du schiste, eh bien, on a des vins qui sont tout de suite plus ouverts, plus faciles d'accès, plus élégants. Voilà, donc c'est ça ce qu'apporte le tuffeau. Ouais, bah, c'est passionnant en tout cas. Ouais. Un dernier petit mot très rapide sur la dernière acquisition, on va Oui. dire, de la maison. Il nous reste à peine 2 minutes, mais si tu peux peut-être nous parler rapidement de ça et de voilà des projets à venir. Eh bien, en fait, Langlois, à l'époque, était Langlois Château. J'avais dit au départ, j'ai pas... on est passé à Langlois parce que justement, en 2022, on a repris un domaine qui s'appelle Hubert Brochard à Sancerre. Langlois avait déjà des vignes à Sancerre. On avait 2 domaines D'accord. depuis 1986, Château de Fontaine-Audon. Et puis on a repris Château de Tauvenay en 2017. Et là, on a repris Hubert Brochard en 2022. Et du coup, on a décidé vraiment de faire ce choix de séparer bien les 2 maisons. Et donc, on a regroupé l'ensemble de nos vignobles, donc 90 hectares à Sancerre, autour de la maison Hubert Brochard. D'accord. Et puis, on a recentré, au contraire, Langlois sur les créments. Voilà. Et donc, du coup, on a un discours beaucoup plus lisible. C'est-à-dire qu'on a abandonné le terme château, qui était complexe, parce que justement, les gens nous appelaient Château Langlois. Oui. Ils venaient chez nous, bonjour, on voudrait voir le château. Et en fait, château, en plus, c'est une connotation très bordelaise. Et recentrant le terme langlois sur les bulles, sur les créments, eh bien, on a voulu simplifier et être beaucoup plus lisible dans la manière dont on présentait notre maison. Et donc, langlois est recentré sur Saumur, sur les créments, révélateur de grands chenins, avec cette expertise pour faire quelques pépites en vin tranquille, avec nos clos révélateurs en chenin et cabernet franc aussi, parce que c'est l'autre grand cépage de la Loire. Et puis, en revanche, Hubert Brochard, lui, vit sa vie avec son domaine de 90 hectares à Sancerre. Voilà. Et donc tout ça a amené beaucoup de restructuration, et puis on a revu toutes les gammes, on a revu l'ensemble également de nos habillages pour rendre les choses plus lisibles. Et donc maintenant on a 2 maisons bien distinctes avec Langlois d'un côté, Hubert Brochard de l'autre. Et voilà, et qui permettent Qui de te rajoute un révéler petit peu de boulot quand même. un petit peu de kilomètres entre la Loire, entre Saumur et Sancerre. Je connais bien la route, c'est bien. Mais qui est passionnant parce que justement là, on est capable d'être encore plus précis dans le message qu'on veut donner. Et puis je pense avec un super retour de la part de nos clients. Je pas beaucoup parlé de la commercialisation, mais on vend 80% de nos vins à l'export dans 55 pays différents. D'accord. Et donc on a un très bon retour de nos agents sur cette nouvelle C'est chouette. identité, cette nouvelle structuration et plein de projets de développement. On a la chance, dans un monde du vin qui est un peu chahuté, nous, d'être sur des créneaux qui fonctionnent bien, avec, on sent une vraie attente des clients sur les créments, sur Sancerre aussi, et donc plein de beaux projets de développement.
Bon, et ben parfait. On vous souhaite plein de belles choses justement pour ces deux domaines, puis pour la maison Bollinger hein, de manière générale et tous ces domaines. N'hésitez pas du coup à déguster toujours avec modération ces beaux créments de Loire et à les découvrir, qui sont parfois pas si connus que ça dans le monde entier, hein, parce qu'on est à l'international, donc c'est forcément intéressant de le dire. Et n'hésitez pas à découvrir ça, à les ouvrir en apéro, accompagné de Beaumet. Je te remercie François-Régis pour ton temps. Merci pour tes explications, ton authenticité et ta technique, hein, parce que c'est toujours intéressant de comprendre aussi ce qui se cache derrière tout ça. Et puis pour ta franchise, d'avoir démystifié certains sujets avec moi aujourd'hui. Voilà, petit mot de la fin, bien sûr, nous, à Saumur, chez Langlois et à Sancerre, chez Véa Brochard, on a des caveaux qui sont ouverts toute l'année, donc week-end compris, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez venir découvrir un peu nos univers. Je vous invite à venir visiter nos domaines. On vous accueillera avec très grand plaisir. Eh ben venez, parce que c'est toujours un merveilleux moyen de découvrir les vins et de comprendre encore mieux de quoi on parle. Vous verrez peut-être le tuffeau. Merci encore à Eni, l'application de gestion de cave à vin, pour ce podcast. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci Nicolas pour ton accueil, à bientôt.